Ok, bonjour tout le monde. Alors, je sais que on a été un peu perturbé dans les cours de microbio. Moi, j'ai que 2 CM qui me restent sur mon planning et ça va être des 2 cours qui traitent des bactériophages et des virus. Donc, c'est ça qui va être notre sujet aujourd'hui et le cours qui est après les vacances. Alors, globalement, on a 3 choses à voir sur les 2 créneaux. Et tous les ans, la division entre les 3 parties, c'est un petit peu entre les deux ici quand on est chez les bactériophages. Donc on a une sorte d'introduction générale sur les virus, et les virus, ça s'entend n'importe quel virus qui infecte n'importe quel type d'organisme. Donc c'est virus des eucaryotes et les virus des bactéries qui sont donc les bactériophages. Donc ça c'est l'introduction générale. Et ensuite on a 2 parties. Première partie, les bactériophages, les virus qui infectent des bactéries. Et on va terminer par un peu des généralités sur les infections virales. Et toujours le virus du moment, SARS-CoV-2 et le Covid-19. Donc ça, je vais le mettre à jour avant le dernier cours. Donc le CM de cette année, ça va être la même chose que l'année dernière, sauf pour cette partie-là que je mettrai à jour. Donc vous pouvez charger la nouvelle version la semaine prochaine. Ok, donc première question, vraiment, qu'est-ce qu'un virus? Et là, c'est vraiment important d'être clair sur les différences entre les virus et toute forme de vie cellulaire, y compris les bactéries. Et au début du siècle dernier, la définition classique, c'était qu'un virus était un agent infectieux filtrable ou un agent transmissible filtrable. Donc avec les travaux de Pasteur et de Koch, on avait compris que des microbes, des bactéries pouvaient provoquer des maladies infectieuses. Et donc c'était la théorie, le Germ Theory of Infectious Disease. Et donc, mais certains de ces agents pathogènes qui étaient capables de transmettre une maladie d'un animal à un autre animal ou d'une plante à une autre plante étaient trop petits, étaient d'une part impossibles à cultiver dans les bouillons de culture et d'autre part trop petits physiquement pour être retenus sur des filtres qui étaient néanmoins capables de stériliser les liquides. Donc, les filtres utilisés en fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avaient des mailles suffisamment fines pour retenir toutes les bactéries, mais néanmoins, il y avait des agents pathogènes qui passaient à travers ces mailles. Donc, et c'est un peu ça qu'on proposait comme étant un virus. Néanmoins, on soupçonnait que c'était quelque chose qui relevait du domaine de vivant, c'est-à-dire pas une toxine chimique, parce que, par exemple, une toxine chimique ne se propage pas. D'accord? Donc, on va pouvoir peut-être intoxiquer un animal par un produit chimique, mais si on reprend un extrait de cet animal intoxiqué, on le refiltre et on passe à un autre animal, ça ne va pas le rendre malade. Tandis qu'un virus, oui, il se propage. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est doté de la capacité de se répliquer, mais qui est plus petit qu'une bactérie. Donc ça, c'était un peu la définition il y a une centaine d'années, ou peut-être un peu petit plus maintenant, et c'était assez pratique, c'est-à-dire ça donnait le moyen pour les microbiologistes de déterminer si leur agent pathogène qui provoquait les maladies, qui était capable de se répliquer, s'il s'agissait d'une bactérie ou d'un virus. Donc là, on pouvait le filtrer et on avait un test. Alors, petit à petit, en première moitié du XXe siècle,
les microbiologistes ont étudié ces agents infectieux filtrables et notamment les premières études étaient effectuées sur des bactériophages, des virus infectant des bactéries. Donc c'était le modèle expérimental et le système expérimental le plus simple à étudier. Donc les avancées dans la question générale ont été faites d'abord chez les virus infectant les bactéries, chez les bactériophages. Donc, pendant des années 1930-1940, on accumule un certain nombre d'informations concernant la nature et la façon de se répliquer des bactériophages et par extension tous les autres virus. Et dans les années 1950, André Lvov de l'Institut Pasteur a essayé de rassembler ce qui était connu à l'époque dans ce qu'on appelle un peu toujours la définition moderne, disons, de ce que c'est qu'un virus. Donc, selon les critères de Lvov, un virus, c'est une particule infectieuse qui a une petite taille, avec un diamètre inférieur à 250 nanomètres. Donc, c'est un peu la même chose que le critère filtrable. Donc, c'est très, très petit, donc ça passe à travers les mailles du filtre. Ensuite, les autres critères, ce sont des critères un petit peu sur les caractéristiques des virus. Et Lvov, il avait remarqué que lorsqu'on isole des particules virales, des bactériophages ou d'autres virus, et on regarde ce qu'ils contiennent, ils ont des protéines et des acides nucléiques, mais lorsqu'on regarde, chez un virus, on va retrouver un seul type d'acide nucléique dans la particule infectieuse, soit de l'ARN, soit de l'ADN, mais pas les deux. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que chez toute forme de vie cellulaire, on a le génome en ADN et n'importe quelle cellule comprend également des ARN ribosomaux, ARN de transfert et ARN messager. Donc ça, c'est quelque chose qui démarque des virus des cellules. Ensuite, Lvov a remarqué que les virus sont tous des parasites intracellulaires obligatoires, donc ils ont absolument besoin d'une cellule hôte pour assurer leur réplication. Et ça, c'est parce que les virus ne portent pas avec eux la machinerie enzymatique nécessaire pour produire de l'énergie métabolique. Donc, des virus, des particules virales, n'ont pas de métabolisme, ce qui est aussi une différence fondamentale entre les virus et les bactéries. Et une autre chose qu'on connaissait à l'époque, c'était que lorsqu'on regarde bien la réplication ou la croissance virale, les virus ne se répliquent pas par division binaire. Et en regardant ça, ce que ça veut dire tout à l'heure. Alors, on peut aussi en rajouter quelque chose qui n'était pas connu à l'époque, mais c'est toujours vrai, c'est que dans les génomes des virus, on ne trouve pas d'ADN codant pour l'ARN ribosomal. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant parce que l'ARN ribosomal, c'est carrément la molécule la plus conservée dans tout le reste du vivant. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale et c'est ce qui a mené le microbiologiste Patrick Forter à l'Institut Pasteur de proposer que l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'une compétition qui dure des milliards d'années entre deux types de réplicateurs en acide nucléique. Les réplicateurs qui ont des ribosomes, c'est-à-dire des cellules, et les réplicateurs sans les ribosomes, qui sont les virus. Et les virus sont obligés de parasiter les cellules parce que c'est que des cellules qui possèdent la machinerie pour produire des protéines. Et les protéines sont nécessaires pour les particules virales. Donc ça, c'est vraiment un petit peu qu'est-ce que c'est un virus? C'est un parasite moléculaire qui infecte des cellules parce que c'est des cellules qui sont capables de fournir de l'énergie métabolique et de produire des protéines. Alors, si on regarde un peu plus en détail, certaines de ces définitions ont survécu le temps et sont toujours vraies pour l'ensemble des virus. D'autres, un petit peu moins, ou disons ne sont pas suffisants à elles seules à distinguer tous les virus de toutes les bactéries. Donc, sur le premier critère qui est celle de la taille de la particule virale. Donc, lorsqu'on regarde en microscopie électronique,
les images de particules virales, on se rend compte que la majeure partie des particules virales ont une taille entre 50 à 200 nanomètres de diamètre, avec les plus petits probablement 18 nanomètres de diamètre seulement. Donc le VIH, les adénovirus, tout ça c'est entre 100 nanomètres plus ou moins 50 nanomètres à peu près. Donc les plus grands virus connus de l'époque de Lvov, c'était les poxvirus. Et ici, la barre, c'est 200 nanomètres. Donc on voit que le diamètre de la particule, ça frôle les 250 nanomètres. Et on peut apercevoir les particules virales des poxvirus avec un microscope optique. On peut quand même les distinguer. Mais c'est quand même juste en dessous de la barre. Alors, le critère de taille, c'est un petit peu insuffisant parce que on a aussi certains objets vivants, comme celui-ci, qui a une structure relativement simple en microscopie électronique. Cette barre-là, c'est 100 nanomètres. Donc le diamètre de cet objet-là est moins de 200 nanomètres. Mais en fait, ce n'est pas un virus, c'est une bactérie. C'est une bactérie, la famille des mycoplasmes, avec un petit génome et une petite forme, une cellule très très petite. Et par ailleurs, depuis les ans 2000, on a découvert des virus géants qui ont une taille qui est vraiment 500 nanomètres de diamètre, donc ça dépasse la limite proposée par Lvov. Donc aux extrêmes, on a des petites cellules bactériennes qui sont plus petites que les plus gros des virus, et les plus gros des virus sont plus gros que les plus petites des bactéries. Donc il y a un peu de chevauchement aux extrêmes. Alors, parasites intracellulaires obligatoires, donc ça c'est vrai pour tous les virus, mais ce n'est pas un critère suffisant pour distinguer tous les virus de toutes les bactéries. C'est-à-dire qu'il existe des bactéries qui sont des parasites intracellulaires obligatoires, c'est-à-dire qu'elles ne poussent qu'à l'intérieur d'une cellule hôte. Donc, par exemple, la bactérie qui provoque la lèpre, le Mycobacterium leprae, ne pousse qu'à l'intérieur des cellules. Et les familles des Chlamydiae et des Rickettsiae sont également des bactéries qui sont obligatoirement intracellulaires. Donc, mode de vie parasitaire, c'est vrai pour tous les virus, mais ça ne suffit pas pour distinguer tous les virus de toutes les bactéries. Alors, absence d'équipement pour générer de l'énergie métabolique. Donc, c'est vrai, aucun virus génère son énergie métabolique, c'est la cellule hôte qui fait ça, tandis que chez les bactéries intracellulaires, la plupart génèrent leur énergie métabolique. Alors, il y a une petite exception chez les Rickettsia, parce que chez les Rickettsia, la bactérie possède une échangeuse ATP-ADP dans sa membrane. Donc, ce que la bactérie fait, c'est qu'elle va importer de l'ATP, la cellule hôte, et exporter de l'ADP. Donc, les Rickettsia sont également un peu vraiment dépendants de la cellule hôte pour générer l'énergie métabolique. Alors, dernier critère qu'on va considérer, c'est l'absence de division binaire. Et par ça, je veux dire le phénomène de division cellulaire, parce que n'importe quel type d'organisme cellulaire, lorsqu'il va se reproduire, doit d'abord s'agrandir petit à petit, et les deux cellules filles vont se séparer. Donc, que ce soit par fission cellulaire ou par bourgeonnement, ce qu'on en trouve chez certaines levures, on a une cellule qui grandit et puis on va libérer une cellule fille. Mais il y a toujours une cellule qui reste pendant tout le processus. Donc on pouvait imaginer qu'une particule virale se réplique de la même façon, c'est-à-dire que si on a une particule virale dans la cellule, elle va s'agrandir, et petit à petit se séparer en deux particules virales filles. Mais en fait, c'est certainement pas ça qui se passe, c'est que
le mode de réplication du virus, et ça c'est vrai pour tous les virus, c'est qu'à un moment donné, la particule virale dans la cellule hôte va cesser d'exister. Parce que la particule virale, c'est-à-dire une association entre les protéines virales et le génome viral, va devoir se dissocier pour libérer le génome viral. Dans la cellule hôte, le génome viral va se répliquer, il va induire l'expression de protéines virales, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces copies de protéines virales vont s'associer avec le génome viral pour former de nouvelles particules virales. Donc, au cours de la réplication virale, les particules se dissocient complètement, et ensuite, la cellule va les fabriquer comme un meuble Ikea, avec tous les différents trucs qui sont fournis et les instructions pour les mettre ensemble. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique de l'application virale et qui est vrai pour tous les virus, y compris les plus grands et les plus complexes. Alors, une autre chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est que les virus sont partout. Les gens qui sont dans la microbiologie médicale se concentrent sur les virus infectant les humains. Les vétérinaires sont très concernés par les virus infectant les animaux. Les agronomes et les agriculteurs peuvent avoir des vrais problèmes provoqués par des virus qui infectent des plantes, mais il y a des virus qui infectent n'importe quel type de cellules, vertébrés, invertébrés, organismes macroscopiques et microscopiques. Donc, toute forme de vie sur la Terre est parasitée par des virus. Et si pour un organisme lambda, on n'a pas trouvé de virus, c'est que, bon, on n'a pas encore cherché. OK, donc ça c'est un peu l'introduction générale sur les virus. Donc comment on fait pour les étudier? Et le problème avec les virus par rapport aux bactéries, c'est que la particule virale est trop petite pour être visualisée en microscopie optique. Donc ce n'est pas la peine de regarder au microscope et essayer de les voir. On ne peut pas les voir, ils sont trop petits. Et ils ne peuvent pas pousser dans un bouillon de culture ou sur une boîte de gélose. Ce n'est pas comme les bactéries qu'en technique, en TP. Les virus ne se répliquent qu'à l'intérieur des cellules. Donc on a à peu près deux façons d'étudier les virus. Donc la première, c'est de trouver le moyen de les produire et de les purifier. Et le modèle ou le système de production d'un virus, c'est un autre organisme ou des cellules cultivées que l'on peut infecter par le virus. Donc si on donne au virus le bon type cellulaire qui s'est infecté, le virus va se répliquer, donc on pourra l'amplifier. Évidemment, dans ce cas-là, notre virus n'est pas pur parce qu'il est mélangé avec toutes les composantes de la cellule ou de l'organisme qu'on a utilisé pour amplifier le virus. Donc, une fois qu'on l'a produit, il va falloir purifier notre particule virale. Donc, ça, c'est basé sur les... Donc on doit purifier les particules virales. Une fois qu'on a fait ça, on peut analyser quelles sont les composantes physiques et à quoi ressemble la particule virale infectieuse par des techniques physico-chimiques. Une autre chose que l'on peut faire lorsqu'on a une particule virale purifiée, c'est de lancer des infections expérimentales dans notre système avec quelque chose qui est bien caractérisé, avec une quantité que l'on connaît, pour commencer à étudier comment notre virus se réplique. Donc pour faire des expériences contrôlées d'infection, il faut un virus purifié. Et une fois que l'on a fait ça, donc on peut infecter l'animal, la lignée cellulaire, la plante avec notre virus purifié et regarder ce qui se passe dans un organisme infecté. C'est ça que je veux dire par analyse in situ. Donc l'analyse in situ, ça veut dire qu'on veut détecter les protéines virales ou des acides nucléiques viraux chez l'organisme infecté par des techniques de l'immunochimie pour les protéines virales et les techniques de
biologie moléculaire pour les acides nucléiques viraux. Et si on met ces choses-là ensemble, ben on a une idée qu'est-ce que c'est qu'un virus physiquement et comment font les virus pour se répliquer et pour détourner la cellule hôte pour la transformer en une sorte d'usine pour fabriquer de nouveaux virus. Donc, à la base de tout ça, on a besoin d'un système de production pour augmenter la quantité de virus dont on dispose. Et les premières recherches ont été effectuées avec des organismes vivants, des organismes entiers comme système de production. Donc, les travaux de Pasteur sur le virus de la rage ont été effectués en inoculant du matériel infectieux d'un cerveau, d'abord je pense d'un chien enragé, directement inoculé dans le cerveau d'un lapin, et ensuite on a récupéré ce cerveau lorsque l'animal est tombé malade pour le propager à un autre animal. Et c'est comme ça que le premier vaccin contre la rage a été produit. Donc ensuite il était inactivé chimiquement et par dessiccation pour pouvoir le rendre sécure mais néanmoins immunogène. Aussi, les premières recherches effectuées sur les virus des plantes, sur le virus du mosaïque du tabac, ont été effectuées simplement en prenant des feuilles qui montraient des signes d'infection, en préparant un extrait et en frottant ça sur les feuilles d'une autre plante. Et on peut voir que la plante tombait malade et on pouvait investiguer qu'est-ce qu'on avait dans l'extrait de notre plante qui était infectieux. Alors, ces systèmes sont toujours importants pour certaines utilisations, mais pour comprendre le mécanisme moléculaire de la réplication virale, les organismes entiers sont trop complexes. Donc, pour comprendre sur le plan mécanistique, on avait besoin d'un système plus simple. Et pour les bactériophages, et c'est-à-dire c'est la culture cellulaire. Et donc la culture cellulaire existe depuis longtemps pour les bactéries, et donc c'est pour cette raison que nos connaissances en virologie fondamentale ont d'abord été établies dans les systèmes de virus infectant des bactéries, les bactériophages, parce qu'on avait un système expérimental simple qui permettait de les étudier. Pour les virus des eucaryotes, les vraies avancées ont dû attendre la mise au point de la culture cellulaire à la fin des années 1940. Et c'est pour ça que les années 1950-60, c'était un peu l'âge d'or de la virologie pour les virus des animaux. Parce qu'on avait l'outil qui permettait d'étudier ces virus dans un système cellulaire simple. Alors, ça c'est pour le système de production. Donc, quel qu'il soit, on peut propager notre virus, on fait un extrait à partir des cellules infectées ou d'un organisme infecté. Ensuite, ce que l'on veut faire, c'est purifier notre virus. Et la technique classique, c'est l'ultracentrifugation sur un gradient de densité. Et un gradient de densité, c'est un gradient de sucrose, de chlorure de césium ou d'autres molécules que l'iodixanol. Et les solutions de ces molécules ont la propriété de former des gradients de densité, c'est-à-dire que le sucrose à 40% de sucrose dans l'eau est plus dense que l'eau. Et on peut préparer une solution qui a une faible concentration de sucrose en haut, donc la densité sera proche de la densité de l'eau, et une très forte concentration en bas, donc on a une densité en grammes par ml qui est de plus en plus croissante, plus on va vers le bas du tube. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre notre extrait de cellules infectées au haut du tube. On va la mettre dans une ultracentrifugeuse et on va la faire tourner pendant très longtemps. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que les particules virales, qui sont plus denses que des protéines solubles, vont rentrer dans le gradient et vont former un anneau là où la densité de la particule virale est égale à la densité de notre solution. Tandis que les protéines solubles vont rester tout en haut. Et donc ça, c'est un exemple qu'on fait au laboratoire
avec toutes les protéines dont l'extrait est marqué avec une molécule fluorescente rouge. Donc les protéines solubles restent tout en haut du tube et on voit deux anneaux ici dans le gradient de densité. Et en haut, c'est probablement les particules virales vides, sans génome. Et là, ici, c'est probablement des particules virales infectieuses avec de l'ADN à l'intérieur. Parce qu'évidemment, si j'ai de l'ADN à l'intérieur de la particule, avec la même taille de particules, j'ai plus de masse dans la même particule, donc elle est plus dense. D'accord? Je vais essayer d'éteindre la lumière ici parce que... Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Non. Non. Ah, c'est ça. Ça, c'est mieux, non? Ouais. OK. Donc, si on fait ça et ça marche bien, on peut récupérer ces anneaux-là et on a notre virus purifié. Et notre virus purifié, on peut en faire différentes choses. On peut l'utiliser pour infecter des cellules, par exemple. On peut l'observer en microscopie électronique. Les particules virales sont trop petites pour être observables en microscopie optique. Donc, il faut utiliser la microscopie électronique pour les observer. Donc, on voit que, voilà, on a des particules qui sont relativement homogènes, d'une taille ici 45 nanomètres. Et aussi, on peut analyser qu'est-ce qu'on a comme protéines dans notre particule virale. Et ici, ce sont des particules fabriquées d'une seule protéine virale. Et c'est bien purifié. Et je recommande de lire attentivement cette très excellente publication de début 2023. OK. Donc, si on fait ça, on a un peu l'association de deux choses. Une technique de purification et une technique de visualisation, qui est la microscopie électronique. Et une fois qu'on a ces deux choses-là, on peut regarder les virus et commencer à comprendre leur structure. Et aussi des analyses biochimiques pour savoir qu'est-ce qu'on a dans la telle ou telle particule. Donc si on met tout ça ensemble, on obtient de l'information sur la structure des particules virales. Et la première chose que l'on remarque, c'est qu'il existe les virus qui ont une structure très très simple, avec uniquement de l'acide nucléique à l'intérieur, de l'ARN ou de l'ADN, entouré d'une capside formée de protéines. Et c'est tout. Donc ces virus-là, on les appelle des virus non enveloppés ou virus nus. Sinon, il existe aussi des particules virales, ou on dit aussi de virions, qui sont enveloppés. Donc cette fois-ci, on a la même chose à l'intérieur, ce qu'on appelle souvent la nucléocapside à l'intérieur, mais cette nucléocapside est entourée d'une bicouche lipidique qu'on appelle l'enveloppe, qui est dérivée d'une des membranes de la cellule qui a libéré des particules virales. Donc c'est ce qu'on appelle les virus enveloppés. Mais on ne les appelle pas non plus habillés. Virus nu, mais normalement on devrait avoir virus habillé, mais non, ça n'existe pas. Alors, chez les virus non enveloppés, on a deux types de symétrie. On a des capsides non enveloppées avec une symétrie hélicoïdale, et ça nous donne des particules virales en forme de bâtonnet. Il existe aussi des virus non enveloppés avec une capside de forme à peu près sphérique, mais ces particules-là, on les appelle virus avec une symétrie icosaédrique. Et chez les bactériophages, on a un petit peu les deux. On a une tête icosaédrique et une queue à symétrie hélicoïdale en forme de bâtonnet. Alors, chez les virus enveloppés, on a les virus enveloppés simples, c'est-à-dire qu'on a soit une nucléocapside hélicoïdale ou une nucléocapside icosaédrique, et autour de ça, on a l'enveloppe. Ou alors, on a des virus enveloppés qu'on appelle complexes, c'est-à-dire les poxvirus, par exemple, on a deux bicouches lipidiques. Ce que l'on a à l'intérieur ne correspond pas vraiment à un de ces deux schémas classiques. Donc, on appelle ça complexe. Alors, toutes ces images-là sont en microscopie électronique et
c'est l'invention ou la mise au point du microscope électronique fin des années 1930, mais vraiment qui se répand dans les années 1940, qui permet de visualiser des particules virales. Et c'était un peu un début de classification parce que différentes familles virales ont été nommées d'après leur morphologie en microscopie électronique. Donc c'est vrai pour les Arenaviridae, c'est-à-dire qu'il y a un aspect granuleux à l'intérieur de la particule virale. Arena, ça veut dire sable. Les Coronaviridae, on aperçoit une sorte de couronne de spicules autour de la particule virale, etc. Donc les noms des familles virales dérivent un petit peu de leur morphologie, des fois en microscopie électronique. Alors, pour les bases de la structure des particules virales, il faut comprendre quelle est la fonction primordiale de la capside. La fonction primordiale, c'est de protéger l'acide nucléique du virus. Et chez les capsides à symétrie hélicoïdale, l'idée est très très simple, c'est-à-dire que l'acide nucléique, c'est une molécule très très longue, un polymère linéaire très très longue. Alors, si on veut le protéger, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des centaines ou des milliers de copies d'une protéine de capside qui vont s'enrouler autour de notre filament d'acide nucléique, et c'est ça qui va nous faire un bâtonnet. Et du coup, notre acide nucléique sera bien protégé à l'intérieur de notre bâtonnet fabriqué en protéines. Et l'exemple classique de ça, c'est le virus de mosaïque du tabac et les autres virus de cette famille. Et la particule virale est composée de l'ARN viral et des milliers de copies d'une protéine de capside. Lorsqu'elle est toute seule, la protéine de capside va former une sorte d'anneau, et lorsque cet anneau interagit avec l'ARN viral, ça va décaler en fait les deux un anneau, c'est deux anneaux collés ensemble. Donc l'interaction avec l'ARN va décoller déplacer les deux anneaux, et ça libère une face libre qui permet aux autres protéines de capside de commencer à se rajouter ici. Et donc, les protéines vont se rajouter, et ça va monter en colimaçon pour former une spirale ou une hélice qui s'allonge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ARN disponible. Donc ça forme ces longues particules virales en forme de bâtonnet, et les virus à capside hélicoïdale non enveloppée sont très très fréquents chez les virus des plantes. Alors, chez les virus des animaux, il existe des virus avec des capsides hélicoïdales, mais ils sont systématiquement enveloppés. Donc, on peut voir ça chez, par exemple, le virus Ebola, qui est ici, les Filoviridae. Donc, on a un capside en forme de bâtonnet, mais qui est entouré par une enveloppe. Et c'est aussi vrai pour le virus de la rougeole ici. Cette fois-ci, la particule virale elle-même est plutôt sphérique, mais à l'intérieur, on a des filaments flexibles qui sont empaquetés dans l'enveloppe virale. Alors, pour les... Oui, j'ai une question. Sur la diapo juste avant, on a vu que les capsides hélicoïdales, c'était pour les particules non enveloppées, mais ça peut aussi être le cas chez les enveloppées. Oui, c'est-à-dire que chez les virus enveloppés simples, on a à l'intérieur de l'enveloppe soit un nucléocapside hélicoïdal, soit un nucléocapside icosahèdrique. D'accord? Donc simple, c'est soit ça à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on voit ici, on voit une forme en bâtonnet. Donc ça, c'est le nucléocapside hélicoïdal qui forme le bâtonnet, et il y a une enveloppe virale autour. Ce n'est pas que de la protéine. Alors, pour les nucléocapsides à symétrie icosahèdrique, l'idée, c'est un petit peu une autre façon de protéger l'acide nucléique, c'est de considérer, OK, mais j'ai un filament en acide nucléique, mais au lieu d'avoir un fil étendu, je peux l'enrouler comme une sorte de pelote de laine,
Et je peux entourer cette pelote de laine par des protéines qui vont former une sorte de ballon creux. Et dans ce cas-là, les protéines de capside vont former une sorte de couche de protéines autour d'un espace vide et on va mettre l'ARN ou l'ADN viral à l'intérieur de ce ballon. Alors, la façon la plus simple de faire ça, c'est avec 60 copies d'une protéine de capside et 3 copies de la protéine de capside vont former une face triangulaire et 20 faces forment un icosèdre. C'est pour ça qu'on appelle ces types de capsides les capsides à symétrie icosaèdrique. Donc c'est ça, un icosèdre, c'est la forme géométrique composée de forme géométrique régulière avec 20 faces triangulaires. Alors ça marche pour les capsides icosaèdriques de petite taille. Donc avec une seule protéine virale, avec 60 copies de la protéine, ça limite la taille de la particule virale. Donc si on veut des protéines ou des particules virales plus grandes, il va falloir rajouter plus de protéines de capsides, et ça va nous donner des architectures toujours plus complexes. Mais quelle que soit l'architecture, on peut toujours tracer des sommets de notre icosèdre qui sont formés par 5 copies d'une protéine virale particulière. Et si on rejoint ces sommets, on peut toujours retrouver nos 20 faces triangulaires. Donc malgré la complexité accrue, on a toujours quelque chose qui respecte la symétrie icosaèdrique. Ok, je pense que c'est la dernière diapo. Après, je vais faire une petite pause et poser une question. Ah non, il y a deux diapos derrière. Ok, donc, quelles sont les fonctions de base des différentes protéines d'une particule virale? Alors, la fonction primordiale de la protéine de capside, c'est la protection du génome viral. Ça, c'est vrai pour les deux, virus nu et virus enveloppé. Mais les protéines de capside sont également responsables de l'attachement et de l'entrée du virus dans les cellules hôtes pour les virus nus seulement. Pour les virus enveloppés, les protéines de capside sont à l'intérieur de la particule virale, ne sont pas à l'extérieur. Donc les protéines de capside ne peuvent pas interagir avec la cellule hôte ou l'organisme hôte. Donc le virus a besoin d'autre chose, et ça, ce sont les glycoprotéines de surface qui sont une composante essentielle pour tout virus enveloppé. Donc il faut au moins une glycoprotéine de surface parce que c'est cette glycoprotéine qui va médier l'attachement et l'entrée dans la cellule hôte. Et chez d'autres virus, bon, on a souvent des protéines qui sont entre l'enveloppe et la capside, qu'on appelle les protéines de matrice ou de tégument, et qui ont des fonctions un peu variées, soit pour maintenir l'intégrité structurelle de la particule virale, ou pour avoir une protéine qui va s'injecter dans la cellule hôte et puis commencer à détourner la cellule pour favoriser la réplication virale. Donc si on regarde ça un petit peu pour deux virus enveloppés simples, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe à l'extérieur et un nucléocapside soit icosaédrique ici, soit hélicoïdal ici pour les Rhabdoviridae. Pour les rhabdovirus, on a une glycoprotéine d'enveloppe. À l'intérieur, on a le nucléocapside et entre les deux, ce sont des petits blocs en blanc là. Ce sont des protéines de matrice qui maintiennent le tout ensemble. Chez les herpesvirus, on a une enveloppe avec plusieurs glycoprotéines d'enveloppe à l'extérieur, c'est la couche jaune. En bleu clair, on voit qu'on a une nucléocapside icosaédrique, et entre les deux, cette sorte de masse amorphe en orange, ce sont les protéines de tégument. Ok, donc jusque-là, c'est une sorte de longue introduction, la moitié du cours. Donc, définition, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Différence entre les virus et les bactéries. Aussi, une chose que je n'ai pas tellement dit pour ça,
mais qui est néanmoins important, cette différence fondamentale entre les virus et les bactéries, c'est très important ça explique pourquoi les virus ne sont pas susceptibles aux antibiotiques. Il y a beaucoup d'antibiotiques qui fonctionnent en inhibant la synthèse des protéines par les ribosomes des bactéries. Donc tous ces antibiotiques-là ne vont pas être efficaces contre les virus parce que les virus n'ont pas de ribosomes. Les virus n'ont pas non plus du peptidoglycane qui est ciblé par les antibiotiques de la famille des bêta-lactames. Donc les virus ne seront pas susceptibles à ces antibiotiques non plus. D'accord? Donc, différence fondamentale entre les virus et les cellules, y compris les bactéries, système de base pour produire, purifier et caractériser des virus et les bases de la structure des particules virales. Donc là, je vais faire une toute petite pause là et je vous propose quelques questions sur la structure des particules virales. La question 4, je n'ai pas explicité ça, mais vous pouvez trouver la réponse en mobilisant vos connaissances de base en biochimie. Donc, je vous ouvre cette question-là, si j'arrive à le faire. Ok, normalement, elle est ouverte. Ok, c'est bien, ça, j'ai un bon nombre de réponses. Alors, proposition 1, tous les virus enveloppés comprennent au moins une glycoprotéine. C'est vrai, c'est absolument essentiel. Oxy 3 également, c'est vrai, fonction principale de la capside protégée le génovien, c'est aussi vrai. Donc 1 et 3, ok, c'est bon. 2, la capside d'un virus est composée soit de polysaccharides, soit de polypeptides. Non, c'est faux. La capside est toujours en protéines. Et ici, le piège, c'est capside-capsule. On a deux mots très proches, mais ce sont deux structures différentes. Les bactéries, certaines, ont une capsule à l'extérieur de la cellule bactérienne, et la capsule peut être composée de polysaccharides ou de polypeptides, mais la capside chez les virus est systématiquement en protéines. Donc ça, ne confondez pas ces deux termes, capside-capsule. Et il y a toujours quelqu'un qui le fait à l'examen, je peux vous assurer. Alors, question 4. Ça aussi, c'est vrai, ça. C'est vrai. Les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Pourquoi c'est vrai? Parce que là c'est une minorité des gens, vous avez, ok, il y a 17, vous avez eu la bonne réponse, ça c'est très bien, mais la majorité, vous n'avez pas eu la bonne réponse. Alors,
quelqu'un qui a dit non, est-ce que quelqu'un qui a répondu non à cette question-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez dit non? Ah, j'aurais dû poser la question avant de dire quelle était la bonne réponse. Excuse-moi. Ok. Donc, dans d'autres années, les gens qui avaient choisi cette option-là, et ils me disaient, oui, mais c'est parce que on a une couche supplémentaire, donc la particule doit être plus stable ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais la couche supplémentaire, c'est quoi? C'est une bicouche lipidique. Et les détergents, ils font quoi? C'est quoi la propriété des détergents? Ils sont capables de perturber et solubiliser les bicouches lipidiques. D'accord? Donc, quand vous faites votre lessive, ou vous faites la vaisselle, vous mettez une bonne dose de détergent, ça enlève tout le gras. C'est exactement ça. Et vu que les glycoprotéines l'enveloppe, il est essentiel pour l'infectivité d'un virus enveloppé. Si on enlève l'enveloppe, la nucléocapside, certes, va rester là, mais en fait, elle sera plus infectieuse. Tandis que chez les virus non enveloppés, les virus nus, bon, on peut les traiter avec un détergent, ben, ils vont juste être très très propres. Mais ils resteront infectieux, ces virus. Ça, c'est très très important parce que cela détermine quelles sont les modalités de contrôle qui sont nécessaires pour tel type de virus. Pour le SARS-CoV-2 ou le virus de la grippe, ce sont des virus enveloppés. Donc un simple lavage des mains au savon, ça suffit pour bien inactiver le virus qu'on peut avoir sur les mains. Ça, c'est pas vrai pour les adénovirus qui donnent aussi des rhumes, qui sont des virus non enveloppés. Si on enlève tout ce qui contient le virus, ok, les mains ne sont pas contaminées, mais si on veut décontaminer une surface, on a besoin des produits chimiques qui sont un peu plus agressifs. D'accord? Donc c'est très important parce que les mesures de contrôle ou les mesures de nettoyage qui vont être efficaces contre les virus nus et contre les virus enveloppés, ce ne sont pas les mêmes. Ok, donc on a eu 40 minutes sur un peu plus, donc il nous reste une demi-heure pour entamer les bactériophages, c'est-à-dire les virus infectant les bactéries. Alors, ces virus ont été découverts 2 fois de façon indépendante par un chercheur ou un médecin britannique et un chercheur français, Félix Derrel. Donc, tous les deux ont publié leurs observations, mais c'est vraiment Félix Derrel qui a fait le plus pour travailler sur ces virus infectant les bactéries, et il a proposé déjà dans les années 1920 qu'on pouvait les utiliser pour lutter contre les infections bactériennes. Alors, à partir de ce moment-là, et grâce aux travaux de Félix Derrel, on comprend que voilà, il existe des virus infectant les bactéries que l'on peut isoler et quantifier par la technique de plage de Lise. Donc pour les bactériophages, la technique de plage de Lise, c'est un peu comme les colonies sur une boîte de gélose pour les bactéries. C'est ce qui permet de dénombrer le nombre de particules virales infectieuses dans un échantillon, et cela permet également de purifier une souche de virus dans un mélange. Comme vous avez fait ou comme ce que vous allez faire en TP, on peut commencer pour les bactéries avec un échantillon environnemental, on l'étale sur la boîte de gélose, sur la boîte de pétri, et on peut piquer une colonie isolée, ça c'est une souche de bactéries qui a dérivé d'une bactérie qui était déposée sur la gélose. Pour les bactériophages, c'est la même chose pour la plage de Lise. Une plage de Lise ici, on peut la repiquer et on sait que toutes les particules virales qui sont dans cette plage de Lise sont dérivées d'une seule particule virale au départ. C'est comme ça que ça c'était très très important dans toute la virologie pour de pouvoir travailler avec quelque chose qui est pur, comme pareil en bactériologie. Alors, donc
c'est un peu, c'était vraiment une technique de base pour les bactériophages et en virologie. Et c'est grâce à la facilité de les cultiver, de les étudier, qu'on a pu avoir quelques avancées dans notre compréhension des processus fondamentaux en biologie moléculaire. Donc, l'étude des bactériophages était très importante pour vraiment prouver que le matériel génétique était de l'ADN et non pas des protéines. L'utilisation de mutants de bactériophages a été extrêmement important pour décrypter le code génétique. Donc, Sidney Brenner et Francis Crick avaient fait toute une série d'expériences absolument brillantes, et c'est ça qui a démontré que le code génétique est basé en triplet de nucléotides sans espace entre eux. Et plus récemment, la découverte CRISPR-Cas9, récompensée par le prix Nobel il y a quelques années, à la base, c'est une découverte observée chez les bactériophages, chez les cellules bactériennes, parce que c'est un mécanisme de défense contre les bactériophages. Donc, c'était un système modèle très important, et aussi tout le système d'enzymes de restriction qui ont permis la génétique. Les enzymes de restriction sont pareils des systèmes de défense des bactéries contre les bactériophages. Donc, en étudiant ces bactériophages, on a eu quelques avancées majeures en biologie moléculaire. Alors, lorsqu'on parle de bactériophages, la plupart du temps, l'image que l'on a dans la tête, ce sont des phages comme ceci, avec une tête icosaédrique, une queue hélicoïdale et quelques filaments à la base de la queue. Donc, typiquement, le bactériophage T4 ici. Et effectivement, on a donc le T4, c'est un bactériophage de la famille de Myoviridae. Donc ça, c'est vraiment le bactériophage classique. Avec une structure semblable, on a également les Syphoviridae, tête icosaédrique, queue hélicoïdale, mais cette fois-ci une queue qui est plutôt flexible et non contractile. Et on a également les Podoviridae. Donc cette fois-ci une tête icosaédrique, une toute petite plateforme sur un des sommets de cette structure-là. Au lieu d'avoir une queue, il y a juste une sorte de petite plateforme pour s'attacher sur des cellules. Alors, ces trois familles de virus, on les regroupe ensemble dans l'ordre des codovirales. Donc, ce sont toutes les phages avec une queue, même si elle est très courte ici chez les Podoviridae. Et ce sont tous des bactériophages avec un génome en ADN double brin. Alors, ce qui les distingue, c'est un petit peu la forme et la nature de leur queue. Donc, les Myoviridae, une queue longue contractile, Syphoviridae, queue longue flexible, non contractile, et les Podoviridae, toute petite queue très courte. Leur mode de vie est un petit peu différent aussi, c'est-à-dire que chez les Myoviridae, ils sont pratiquement toujours lytiques, c'est-à-dire que chaque fois que le phage infecte une bactérie, ça va tuer la bactérie. Et les Myoviridae, souvent, peuvent infecter plusieurs espèces de bactéries. Les Syphoviridae sont fréquemment lysogènes, c'est-à-dire que le phage peut infecter la bactérie sans forcément la tuer. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle également des phages tempérés. Et ils ont un spectre d'hôtes plutôt intermédiaire. Peut-être ils peuvent être infecter 2 ou 3 espèces différentes, mais pas plus que ça. Les Podoviridae sont lytiques systématiquement ou très largement, mais vont infecter juste 1 ou 2 espèces de bactéries. Alors, ça c'est un peu le standard, les bactériophages. Lorsqu'on parle de bactériophages, on pense principalement à ce type de virus. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on a plus de diversité que ça. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde bien, on a des bactériophages avec des
forme filamenteuse, donc nucléocapside hélicoïdale, non enveloppée. Les virus nus avec une capside icosahédrique, mais sans queue. Et on peut trouver également des virus enveloppés, mais avec des formes vraiment bizarres. Par exemple, ce truc-là, le Lipotrix virus, qui a l'air d'une sorte d'énorme serpent avec une particule vraiment très très longue. Les fusellovirus avec des particules en forme de fuseau. Donc, la plupart du temps, quand on parle de bactériophages, on pense à ce type de phages. Et de fait, ce sont les plus fréquemment retrouvés, ce sont les plus répandus, les codovirales. Mais il existe autre chose aussi. OK, donc, une autre chose en lien avec les bactériophages, c'est leur diversité. Si on étudie bien une espèce de bactérie, comme l'Escherichia coli, on peut retrouver plusieurs espèces de bactériophages qui infectent cette bactérie hôte. Et lorsqu'on regarde bien, quel que soit le type de bactérie, donc l'Escherichia coli, c'est une bactérie à gramme moins, mais si on regarde les bactéries à gramme plus, les mycobactéries et les archéobactéries, on peut trouver toujours des bactériophages qui peuvent infecter n'importe quel type de bactérie hôte. Donc, on n'a pas étudié toutes les espèces de bactéries sur la planète pour trouver leurs bactériophages, mais il est quand même probable qu'on a 10 fois plus d'espèces de bactériophages que l'on a d'espèces de bactéries. Ce n'est pas tout à fait clair parce que des fois, on a des bactériophages qui peuvent infecter plusieurs espèces de bactéries. Donc personne ne sait vraiment combien on a de bactériophages distincts sur la planète. Mais en termes de diversité bactérienne, ça aussi c'est quelque chose que j'ai potassé juste ce matin, on connaît quelque chose comme peut-être 30 000 espèces de bactéries qui ont été isolées, caractérisées, que l'on arrive à cultiver, et on a donné un nom à ces 30 000 espèces de bactéries. Mais les études en métagénomique, en séquençant l'ADN venant de différents environnements, nous montrent qu'on a certainement moins d'1% des bactéries qui sont présentes dans un échantillon qui sont connues. Donc, le nombre d'espèces de bactéries sur la planète Terre, des fois, j'ai vu des chiffres du style 1 milliard, ce qui est énorme. Donc, on aura, en termes d'espèces de bactériophages, quelque part entre 1 à 10 milliards d'espèces différentes. Donc, on a beaucoup de diversité. Alors, en termes de quantité, ça fait combien? Okay. Alors, dans 1 ml d'eau de mer, ici, je vais vous demander de lever la main pour donner votre avis sur ces questions-là. Alors, réfléchissez bien un petit peu. Alors, si je prends 1 ml d'eau de mer, je vais avoir une particule virale, un bactériophage. Qui dit ça? Personne. 100. Qui dit 100? Personne. Qui dit 10 000? 2 ou 3 mains qui manquent. Qui dit 1 million par ml? Voilà, beaucoup de mains qui manquent. Qui dit 100 millions par ml? Ouais, un peu moins. OK, c'est la majorité qui probablement vous avez raison, 1 million par ml. Ça, c'est la densité en bactériophages dans l'océan profond. D'accord? Dans l'environnement côtier, on a un biosystème qui est plus riche, et donc on a plus de bactéries, on a plus de bactériophages. Si vous buvez la tasse à la boule, par exemple, vous allez avoir probablement plutôt 100 millions de bactériophages par ml dans cette eau-là. Alors, les océans sont très grands. Donc, combien ça fait de bactériophages sur ou dans tous les océans de la planète? Et là, on est un peu dans les ordres de grandeur un peu différents. Là. OK. Alors, qui dit 10 puissance 10? Personne. Qui dit 10 puissance 20?
qui dit 10 puissance 30 et qui dit 10 puissance 40. Ouais, la plupart vous dites 10 puissance 40, c'est faux, c'est 10 puissance 30. Ça, c'est un chiffre énorme, ça. C'est inimaginable. Déjà, quand on est dans les puissances de 10 comme ça devient vite impossible à imaginer ce que c'est là. Donc en fait, on considère que c'est peut-être 10 puissance 30 bactériophages dans tous les océans de la planète. Alors, pour visualiser ça, alors chacune des particules là va contenir 0,2 femtogrammes de carbone. Donc il serait une chose pas trop compliquée de multiplier 0,2 femtogrammes. Ça, c'est ce qui est après Pico, n'est-ce pas? Ouais, je crois. Et multiplié par 10 puissance 30 pour vous donner le nombre de grammes. Mais ça, c'est pas rigolo. L'idée, c'est de faire un peu combien il y a de carbone en équivalent de baleine bleue. Okay? Parce qu'une baleine bleue, on peut visualiser ce que c'est qu'une baleine bleue. Donc, l'idée ici, c'est, OK, je prends mes 10 puissance 30 bactériophages, je les rassemble tout ça dans un objet, et la masse en carbone de cet objet-là, c'est l'équivalent de combien de baleines bleues? Visualiser la taille d'une baleine bleue. OK, tout le monde comprend ça? OK. OK, à main levée. Qui dit on met tous les particules virales ensemble et ça va faire l'équivalent d'une baleine bleue? Une centaine de baleines, 100 baleines bleues. 10 000 baleines bleues. Ouais, les mains qui montent. 1 million de baleines bleues. 100 millions de baleines bleues. Quelques rares. Et en fait, c'est plutôt 75 millions de baleines bleues. D'accord? Donc, c'est cette quantité-là de carbone qui est dans les qu'on considère et séquestré dans les bactériophages. Alors, l'autre chose, c'est que bon, la taille d'une particule virale, c'est à peu près 100 nanomètres de longueur. Donc, si on les met bout à bout, ça va faire quoi? Ça va faire 1 million de kilomètres. Qui dit ça? Une année-lumière. Qui dit ça? 1000 années-lumière. 10 millions d'années-lumière. Ou 1 milliard d'années-lumière. Or, apparemment, c'est 10 millions d'années-lumière si on les met bout à bout. Donc, c'est plus grand que notre galaxie, apparemment, si on met tous les bactériophages ensemble. Donc, vraiment, ça, il y en a une tonne, là. Il y a vraiment une tonne de bactériophages dans l'environnement. Et tous ces chiffres-là, je les ai récupérés dans un article qui était publié en 2005 par Curtis Sutton. Alors, oui, donc on a juste peut-être une dizaine de minutes pour terminer. Et je pense que ce que je vais faire avec ces 10 minutes, c'est juste d'expliquer un petit peu le fonctionnement de la manip plage de Lise. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Oui, on a 10-13 minutes. Donc, je vais faire les 2 ou 3 diapositives suivantes. Je ne ferai pas la dernière question. On commencera avec ça. Ouais, je poserai une question après ça, au début du dernier cours. Alors, juste quelques mots sur le rôle des bactériophages dans les écosystèmes. Parce que c'est une source ou un stockage de biomasse extrêmement importante. Toute cette carbone séquestrée dans les particules virales. Donc, dans les flux de carbone dans un écosystème, on a tendance ou la façon, disons, classique, ce que moi j'ai appris il y a longtemps, c'était qu'on a des producteurs primaires qui vont fixer le CO2. Ces producteurs primaires vont être mangés par des consommateurs, et puis ensuite, ces organismes un peu plus grands sont mangés à leur tour, et à la fin, vous avez le grand requin blanc, le prédateur, au haut du pyramide
écologique. D'accord? Et donc, on a un flux de carbone qui est sur les bas niveaux avec des producteurs primaires qui sont, et ensuite, on a des organismes de plus en plus grands qui sont mangés. Donc, on a le flux de carbone qui monte dans le pyramide, et à un moment donné, les organismes, ils meurent, et leurs cadavres tombent au fond de l'océan ou sont enfouis dans la terre, et du coup, c'est recyclé comme ça. Mais les bactériophages, si on rajoute des bactériophages dans ce type de schéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une bonne partie des producteurs primaires par la photosynthèse, ce sont les cyanobactéries. C'est 50% de la fixation de carbone sur la planète, ça. Ces cyanobactéries sont parasitées par les bactériophages qui vont les liser, qui vont libérer leur carbone organique dans les océans. Cette carbone organique est utilisée par qui? Par les bactéries, par les chimiotrophes, par les bactéries hétérotrophes. Ces bactéries hétérotrophes vont être infectées par des bactériophages, lisées à leur tour, et leurs contenus vont être libérés. Donc, l'effet général des bactériophages sur le flux de carbone et d'azote et de phosphore organique dans un écosystème, c'est de recycler les nutriments à des bas niveaux trophiques dans l'écosystème. Donc en fait, après la fixation de CO2, la production primaire, il y a un peu moins qui est disponible pour les niveaux trophiques supérieurs parce que les bactériophages sont en train de liser les bactéries, libérer les contenus en molécules organiques, et du coup, on a plus de flux de carbone organique à des bas niveaux trophiques dans un écosystème. Donc ça, c'est un peu quels sont les impacts des bactériophages sur des écosystèmes. OK, 10 minutes, ou peut-être un peu moins, juste pour expliquer le fonctionnement de la manip plage de Lise. Très importante. Alors, le dénombrement de bactériophages par la technique de plage de Lise a été la technique utilisée par une manip classique en biologie, la manip en microbiologie, la manip de Ellis et Delmouk sur la croissance des bactériophages. Et là, leur objectif, c'était un peu comme pour les bactéries, d'établir un petit peu les différentes phases de la courbe de croissance des bactéries. Ils se sont dit, voilà, on a nos bactériophages, on va faire les mêmes choses. On va comprendre les phases de la courbe de croissance des bactériophages. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre leurs bactériophages qu'ils ont caractérisés, ils vont infecter une culture de bactéries, ils le mettent à 37 dans l'incubateur, et ils vont prélever leur culture infectée à différents temps, et à chaque temps, ils vont dénombrer le nombre de bactériophages qu'ils ont par la technique de plage de Lise. Et ils ont publié, donc ce sont des figures tirées de l'article publié en 1939. Et là, s'ils mettent le nombre de bactériophages ou de plages de Lise en axe désordonné, en axe logarithmique, ils ont vu de façon très reproductible 3 phases. On a une phase de latence. Les premières 15 minutes, 20 minutes, il ne se passe rien. On a nos bactériophages ne poussent pas. Ensuite, on a une phase de libération qui est très très rapide, une libération exponentielle pendant 10 ou 15 minutes, et puis ensuite, un plateau. Donc on a un cycle de réplication en une sorte de marche d'escalier. On n'a pas une courbe qui monte lentement, on a quelque chose qui fait comme ça et comme ça. Donc ça, c'est typique et vrai. Et avec ça, on peut calculer quelle est la durée d'un cycle de réplication de notre bactériophage ou d'un virus et combien de particules virales sont libérées à partir d'une seule bactérie ou d'une seule cellule infectée. Donc, 2 choses très importantes. Alors, cette technique de plage de Lise, comment elle marche? Ça marche un peu comme ce que vous avez fait en TP de bactéries. On commence par notre échantillon attitré, on prépare une série de dilutions en cascade de 10 en 10, et ensuite, on va inoculer chaque dilution, pas sur la gélose,
mais sur un mélange de bactéries non infectées et de gélose molle. Cette gélose molle, on va le couler sur une boîte de pétri. Et ensuite, on met ça dans l'incubateur. Et ce que l'on voit à la fin, c'est que là où on avait une forte dilution, on n'a que des bactéries qui poussent, aucune plage de lyse. Donc ça veut dire qu'on avait 0 bactériophage infectieux dans notre échantillon dilué à 1 millionième. Lorsque on a des bactériophages très peu dilués, ben, toutes les bactéries sur la boîte sont totalement lysées. Mais à un moment donné, à une dilution donnée, je vais avoir d'abord 83 plages de lyse et ensuite juste 8 plages de lyse. Et chaque plage de lyse correspond à un bactériophage infectieux. Alors, donc ça nous donne une addition 10 puissance moins 3. 83 fois 10 puissance 3, ça fait 8,3 fois 10 puissance 4. Mais j'ai inoculé que 0,1 ml, donc ça fait que mon titre est 8,3 fois 10 puissance 5 unités formant plage par ml. Et donc ça, c'est un peu les chiffres qu'on a mis sur nos graphiques là-bas. Alors, juste pour être clair sur comment poussent les bactériophages dans cette manip. C'est la dernière diapositive, après, on est tous libérés. Alors, pour chaque dilution, on coule le mélange avec la bactérie plus l'échantillon. Donc ça, c'est notre géleuse sur la boîte de pétri. Et on met notre géleuse molle avec des bactéries, c'est-à-dire les petits rectangles bleus. Et de temps en temps, on va avoir un bactériophage infectieux qui était à côté d'une bactérie. Alors, ce qui va se passer, c'est que notre géleuse molle va se solidifier. Et ensuite, je mets ça dans l'incubateur. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les bactéries non infectées vont pousser. Donc, on va avoir une sorte de tapis uniforme de bactéries qui poussent dans la géleuse molle. Donc, ça va devenir trouble parce que les bactéries ont poussé partout. Sauf que ici, en fait, notre bactériophage a réussi à infecter une bactérie. Alors, cette bactérie infectée sera lysée. Elle va libérer des particules virales qui vont infecter les bactéries tout autour. Mais en fait, les particules virales qui sont libérées à partir des particules de bactériophages qui sont libérées à partir d'une bactérie infectée ne peuvent pas diffuser librement à cause de la géleuse molle. Et elles pourront juste infecter les bactéries qui sont juste à côté. Donc la géleuse molle, c'est très important parce que c'est ça qui permet de limiter la diffusion des particules virales et des bactériophages qui sont libérés. Et petit à petit, ça va donner une petite zone où toutes les bactéries qui sont lysées, où on a une forte concentration de bactériophages. Et si on regarde ça à l'œil nu, ça va laisser un trou plein de phages dans le tapis bactérien que l'on peut observer. Et c'est ça une plage de lyse. D'accord? Donc, c'est un bon moment d'arrêter. Donc, je vous laisse juste avec une question. Réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une bactérie infectée au temps 0 ici? Ça va donner une plage de lyse, oui ou non?